Donc, bienvenue à tous pour ce premier jour du challenge 5 jours. Donc, apprenez l'achat-revente pour gagner 10 ans de loyer d'ici la fin de l'année. Je vais vous montrer avec quelques exemples que c'est tout à fait possible de faire ça en quelques mois. Et donc, on va commencer pour cette première journée. Alors, comme je ne veux pas vous perdre votre temps et que vous soyez certains que ce challenge, cette semaine qu'on va passer ensemble soit vraiment faite pour vous. Donc, à qui est-ce que ça s'adresse ? Eh bien, ça s'adresse à ceux qui ont déjà investi, mais qui en ont marre des banques, des locataires, des impôts et qui sont freinés dans les projets, notamment à cause des impôts ou à cause des banques. Donc là, il va y avoir des solutions pour vous dans ce qu'on va voir dans cette semaine de challenge. Si vous vous posez des questions sur les bonnes affaires, sur le financement, sur la fiscalité, c'est tous des thèmes vraiment qu'on va aborder au cours de ces soirées. Ceux qui veulent débuter aussi dans l'achat-revente, voire même dans l'immobilier, je vais vous expliquer comment utiliser l'achat-revente pour débuter dans l'immobilier. Ça peut paraître paradoxal de dire si j'achète et que je revends, je n'aurai pas de revenu locatif, mais on va voir comment on peut utiliser l'achat-revente comme levier pour ensuite vraiment commencer plus sereinement l'investissement immobilier en faisant du locatif. Voilà. Et pour ceux qui veulent devenir marchands de biens éventuellement et qui ne savent pas trop par où commencer, ça sera l'occasion également de voir par où commencer pour se lancer dans l'immobilier. En bref, vous l'avez compris, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier, à l'achat-revente et qui ont des questions sur cette activité un petit peu obscure puisqu'on entend un petit peu de tout concernant l'achat-revente, marchand de biens, tout ça, ça se mélange un petit peu. Donc, je vais vous éclairer un petit peu votre lanterne sur ces différents sujets. Alors, qui je suis pour vous parler de tout ça? J'ai vu dans les inscriptions, certaines personnes me connaissent, d'autres peut-être arrivent ici ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Jérôme Yvon, je suis ancien commercial dans le bâtiment. Vous verrez après que ça peut avoir son importance. Évidemment, je suis investisseur immobilier où j'ai pratiqué différentes formes de location, du nu, du meublé, de la location courte durée, etc. Je suis marchand de biens professionnel. J'ai une société de marchand de biens depuis 2017 et parallèlement à ça, depuis une dizaine d'années, donc je suis formateur, coach et conférencier aussi dans la thématique de l'immobilier. Voilà, formateur, conférencier, ça je viens de vous le dire. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux. Donc j'ai la chaîne YouTube Jérôme Yvon, le blog Investisseur immobilier débutant et la page Facebook également Investisseur immobilier débutant. Tous ces ensembles, je les avais mis en stand-by depuis un petit moment et tout ça va être relancé, je dirais, grandement d'ici quelques jours. Voilà, donc au niveau de mon parcours, pour vous parler d'immobilier et d'achat-revente, donc je vous l'ai dit, j'ai commencé une carrière où j'étais commercial dans le bâtiment, je vendais des systèmes de contrôle d'accès et j'ai tout ce qui était système de sécurité d'une manière générale dans les bâtiments. Et donc, j'ai passé énormément de temps dans les réunions de chantier avec des architectes, avec des bureaux d'études, avec différentes entreprises de tous les corps de métier dans le bâtiment sur aussi bien des tout petits projets que des très gros projets, puisque je me suis occupé de projets comme des parkings municipaux, des aéroports, des bâtiments municipaux sur l'ensemble de la ville, notamment sur la ville de Lyon. Voilà, donc des grosses institutions également, des gros hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles, des palaces. Donc voilà, vraiment tout type de bâtiment. Et donc, ça fait pendant une vingtaine d'années, j'ai traîné mes guêtres sur les chantiers en relation avec énormément de corps de métier dans le bâtiment. Et la société dans laquelle j'ai travaillé a subi la crise des subprimes à cette époque-là, et ce qui fait que le chiffre d'affaires commençait à décliner, la société a fini par fermer. Bon, moi, j'avais changé entre-temps. Et c'est là que je me suis dit, il me faut du revenu complémentaire, et j'ai commencé à investir dans l'immobilier, à acheter un premier appartement de manière à avoir des revenus complémentaires. Jusqu'au moment où, comme beaucoup d'investisseurs, je me suis retrouvé face aux banques qui me disaient, voilà, au niveau endettement, etc., on ne peut plus vous financer. Je me suis retrouvé coincé. Et là, je me suis dit, le seul moyen de pouvoir continuer à gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est de revendre les premiers biens que j'ai. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans l'achat-revente. Dans un premier temps, en tant que particulier, j'ai revendu
plusieurs appartements, ma résidence principale aussi. Voilà, j'ai revendu plusieurs biens en tant que particulier. Et comme c'est une activité, j'ai vu qui était intéressante et que j'en avais un petit peu marre du salariat, eh bien, je me suis professionnalisé et j'ai créé ma société de marchand de biens en 2017. Et pendant toute cette période-là, de mon premier appartement jusqu'à maintenant, c'est en parallèle de tout ça que je me suis mis à faire de la formation également pour partager mes connaissances sur Internet. Et aujourd'hui, je me spécialise plus particulièrement pour vous accompagner sur les opérations d'achat-revente. Au niveau de l'activité de coach formateur, aujourd'hui, j'ai plus de 1300 personnes qui sont inscrites dans différentes formations. Depuis fin 2022, je suis également éligible au compte formation, donc mes formations sont éligibles au CPF. Voilà, plus de 24 000 personnes qui sont inscrites sur mes newsletters pour recevoir mes emails, etc. Et un peu plus de 11 000 abonnés, je dois être à 12 000 à peu près maintenant sur la chaîne YouTube. Voilà globalement pour mon activité, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Alors, au programme de cette semaine, donc, on va voir donc aujourd'hui dans ce premier cours pourquoi l'immobilier doit être pensé autrement en 2023. On verra donc demain dans le deuxième cours les meilleures méthodes pour gagner de l'argent avec les flips. Je reviendrai sur ce terme de flip dans quelques instants. Mercredi, donc le troisième cours, on verra comment trouver un bien et le revendre plus cher. Je sais que ça, c'est une question assez récurrente. Beaucoup de personnes se disent, mais comment, si j'achète un bien, comment je peux faire pour être certain de pouvoir le revendre plus cher? On verra donc dans le quatrième cours de jeudi les 3 fausses croyances et 7 erreurs à éviter pour gagner de l'argent avec des flips. Et on verra donc dans le cinquième cours de vendredi comment faire un flip qui rapporte 10 ans de loyer avec le process étape par étape. Mais pour arriver à ce process, il faut quand même que je vous ai expliqué quelques petites choses dans les jours précédents. C'est pour ça que je vous étale toutes ces informations sur une semaine complète. Voilà, les amis. Et donc, plus spécifiquement pour le programme de ce soir, on va voir donc les 2 principales stratégies pour gagner de l'argent avec l'immobilier. On va voir pourquoi les flips sont la méthode la plus puissante pour s'enrichir au niveau des stratégies immobilières. On verra donc les 4 piliers de l'investissement immobilier. On verra pourquoi il y a un gros effondrement en 2023 qui a commencé en 2022 et ça ne va pas s'arranger en 2023. Et on verra l'erreur courante des investisseurs immobiliers. Voilà, pour finir avec le chiffre qui fait tout basculer. Je vous ferai deviner à quoi correspond ce chiffre. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vois qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est un programme qui vous convient? Dites-moi dans le chat. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés il y a quelques instants, dites-moi également d'où vous venez, de quelle ville. OK, parfait pour David, pour Julien, pour ceux qui ne me l'ont pas encore dit, dites-moi d'où vous venez, que j'ai un petit aperçu. OK, good pour Véronique. OK, très bien pour Marc, Aurélien qui me dit oui. Donc j'ai quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, qui s'appelle 33 618. OK, Georges qui vient de Massy. OK, pour Pascal aussi. Beau programme en perspective pour Cécile. OK, merci. Merci à tous, les amis. Alors, vous étonnez pas si des fois, je mets un petit peu de temps entre le moment où je vous pose une question et parfois l'interaction qu'il y a entre nous. Il y a un petit décalage, je pense, d'à peu près 15 secondes entre ce que je vous dis, le moment où je vous pose une question et le moment où vous l'avez et où j'ai le retour dans le chat. Donc, on a un léger décalage, bien que ce soit malgré tout du vrai direct. Alors, au programme ce soir, pour commencer, donc les 2 principales stratégies pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc là, on va parler vraiment de stratégie d'une manière très générale. Donc, première stratégie, c'est le locatif. Donc, le locatif qui a l'intérêt d'avoir des revenus, j'ai mis entre guillemets passifs, qui sont récurrents, plutôt des revenus récurrents. On va voir que c'est du passif à prendre entre guillemets parce qu'il y a quand même un minimum de travail à faire si on veut le faire correctement. L'inconvénient du locatif, c'est qu'on a un enrichissement qui est lent puisque à chaque appartement, vous allez gagner quelques centaines d'euros par mois. À moins, bon, après, en les cumulant, les centaines d'euros peuvent faire quelques milliers, mais à un moment, on va être bloqué par les banques, ce qui fait qu'on a un enrichissement qui est relativement lent, mais
ça rentre plutôt dans une stratégie de revenus récurrents qui vont être complémentaires peut-être à une activité salariée ou pour préparer une succession, la retraite, etc. Et la deuxième stratégie, vous l'aurez compris, eh bien, ce sont les flips qui permettent donc un enrichissement rapide, puisque sur une opération, on va gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'inconvénient de ces flips, eh bien, c'est que les revenus ne sont pas récurrents, puisque quand vous avez acheté un appartement, par exemple, et que vous l'avez revendu, eh bien, si vous voulez de nouveau gagner de l'argent avec cette stratégie, vous êtes obligé de racheter un appartement. Mais on va voir quand même l'avantage et les facilités qu'il y a pour renouveler ces opérations avec cette stratégie. Alors, mon objectif dans ces conférences, ça, c'est un point extrêmement important et je voudrais vraiment que vous ayez bien ça en tête dans toutes les présentations que je vais vous faire, c'est que mon objectif, c'est pas de vous convaincre que cette stratégie que je vais vous présenter est la meilleure, mais c'est de vous expliquer pourquoi elle est indispensable et notamment complémentaire à d'autres stratégies que vous pouvez avoir en parallèle, notamment si vous faites du locatif, que ce soit en nu, en meublé, en location courte durée, colocation, etc. Vous allez voir pourquoi le fait de faire de l'achat-revente va être complémentaire à cette stratégie que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, donc ce n'est pas la meilleure stratégie que je vous explique là, mais c'est une stratégie très puissante que vous pouvez appliquer toute seule. Elle peut se suffire à elle-même, mais elle va être indispensable si vous voulez continuer à investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est OK pour vous, pour ce point-là? J'ai vu qu'il y a Pierre Danmas qui nous a rejoint aussi, Muriel également, Digio de Dunkerque, c'est bien, on a dû passer… Ah bon, on est juste à une centaine de participants, on a passé la centaine, donc ça va continuer parce que vous êtes énormément d'inscrits sur ce challenge de cette semaine. OK, donc c'est OK pour tout le monde. Alors, petite précision de langage, c'est un mot que j'ai utilisé déjà quelques fois depuis le début. Le terme de flip, c'est un terme que je vais utiliser assez régulièrement. Vous avez peut-être vu un petit logo aussi marqué flip dans les différentes communications que vous avez pu voir, notamment dans le groupe Telegram, sur les visuels du groupe Telegram. Donc, flip, en fait, signifie achat-revente. C'est un terme que j'ai emprunté à nos amis québécois et canadiens, où là-bas, donc, faire un flip, c'est faire un achat-revente. Donc, quand vous dites « je fais un flip », là-bas, c'est dans les termes courants, c'est de l'achat-revente. Et les marchands de biens, là-bas, s'appellent des flippers. Donc, rien à voir avec les dauphins. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais faire à flipper, le dauphin, puisque ce sont les marchands de biens outre-Atlantique vers le Canada et le Québec. Voilà pour votre culture générale. Donc, je parlerai assez régulièrement de flip. Ça va plus vite que de dire achat-revente. Et je trouve le terme beaucoup plus sympa. Alors, pourquoi faire des flips? Déjà, je vais vous montrer la puissance des flips si vous avez qu'une vague idée de ce qui peut être fait, ou vous dites, bon, OK, j'achète un appartement, je le revends, ou quel type de flip, quel type de biens on peut acheter pour les revendre. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite avec quelques opérations que j'ai moi-même réalisées. Je reviendrai un petit peu plus tard dans les jours à venir sur les détails de ces opérations pour voir ce que j'ai fait dedans, comment je les ai optimisées, les travaux, etc. Mais là, je vais vous donner vraiment des chiffres dans des grandes lignes. Donc ici, c'est le premier appartement que j'ai eu. Alors, tous les biens, toutes les photos que je vous présente là, c'est vraiment des appartements que j'ai eus. Et si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui ont été tournées dans ces appartements. Donc ça, c'est le premier appartement que j'avais acheté et que j'ai revendu. Donc c'était un T2 de 38 mètres carrés. Donc le prix d'achat, ce que je mets à chaque fois en prix d'achat, c'est vraiment le prix de revient global entre l'achat, les frais de notaire, les travaux, etc. C'est vraiment ce que m'a coûté cet appartement. Et le prix de vente, c'est ce qui m'a rapporté. Donc ça, c'était avant, je dis tout de suite, c'était avant l'imposition sur la plus-value. Mais il va y avoir… il y a une petite plus-value sur certains, pas sur tous. Voilà, j'ai utilisé des stratégies différentes. Donc, ce premier appartement, donc, je l'ai revendu avec 33 000 euros de plus-value. Vous voyez, 62 000 euros en prix de revient et 95 000 euros à la revente. Le cash flow dessus, j'avais 2 700 euros par an.
Et là, en le revendant, donc j'ai fait une plus-value de 33 000 €, ce qui m'a fait l'équivalent de 12 ans de cash flow que j'ai récupéré sur cet appartement en le revendant. Ensuite, j'ai refait deux appartements, une autre opération avec deux appartements que j'ai revendus. Donc là, c'était deux appartements de 35 mètres carrés. Donc, prix de revient global de l'ensemble de ces deux appartements avec les travaux que j'ai entièrement refaits. Donc, prix d'achat, prix de revient 178 000 €, prix de revente de l'ensemble 225 000 €. Ces deux appartements me rapportaient 4 000 € de cash flow par an. Voilà, donc là, j'ai fait une plus-value dessus de 47 000 €. Là, de nouveau, 12 ans de cash flow. Alors, ce n'était pas volontaire, c'est les chiffres qui font ça. Ensuite, on a eu un immeuble, donc immeuble de 3 appartements, 3 petits T2 de 25 mètres carrés. Donc là, prix de revient de cet immeuble. Donc là, j'ai tout refait dans cet immeuble, la façade, et j'ai refait complètement les appartements intérieurs. Donc là, prix de revente 255 000 €. Donc plus-value de 89 000 €. 10 ans de cash flow, sachant que j'ai fait cette opération-là en 9 mois. J'ai acheté l'immeuble, j'ai rénové des appartements, je les ai mis en location. Donc, j'ai entièrement meublé, je les ai mis en location. Donc, j'ai mis les deux parce que j'avais une partie qui était en courte durée, une partie en meublé classique. Et ça m'a fait donc 89 000 €, l'équivalent de 10 ans de cash flow en seulement 9 mois pour cette opération. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des montants de plus-value qui sont assez importants. Ça, c'est une opération alors que j'ai fait avec ma société, celle-ci. Donc, 265 000 €, 265 000 € en prix de revient complet. Prix de revente, donc 360 000 €. Il y avait 3 appartements. On voit à gauche l'immeuble terminé, j'ai refait les façades, etc. Alors qu'à droite, quand je l'ai acheté, les façades n'étaient même pas faites. Et donc là, j'ai fait une plus-value de 95 000 € et j'ai fait ça, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en pleine crise Covid. J'avais fait également, pendant le Covid, également une division de maison. Donc là, il n'y avait aucun travaux sur cette opération-là. Donc là, il y avait cette maison, c'était 2 habitations, une côté gauche, une côté droit. Donc j'ai acheté l'ensemble, j'ai simplement divisé en deux, j'ai fait venir un géomètre, j'ai revendu d'un côté la partie de gauche avec un bout de terrain et la partie de droite avec un bout de terrain. Donc ça, opération très rapide, ça m'a pris 4 mois de faire ça puisqu'il y a eu juste le géomètre à faire passer pour une plus-value de 120 000 € et j'ai pu revendre. Donc j'ai signé des compromis pour revendre alors que je n'étais pas encore propriétaire. J'étais juste moi aussi sous compromis. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ça fait partie des stratégies qu'on peut faire aussi quand on fait de l'achat-revente. Voilà, je vous parlerai d'autres biens également. Donc, tous les détails de ces investissements, les prix des travaux, etc., je reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'était juste pour vous donner une idée des plus-values qu'on peut faire. Vous voyez qu'on peut faire des opérations assez rapides en quelques mois qui vont générer tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros, et voire même pour certaines en faisant aucun travaux. Voilà, les travaux, c'est pas forcément là-dessus qu'on va gagner le plus d'argent. Parfois, le fait d'acheter, de faire une petite modification et de revendre, vous allez gagner beaucoup de temps et ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, 4 piliers de l'investissement locatif. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Voilà, donc lui là qui me demandait le prix des travaux, ça dépendait. Ça a dépendu des appartements. J'avais quand même des très gros budgets travaux puisqu'à chaque fois sur ces opérations-là, j'ai tout refait. Après, au niveau de la location, il y en a, j'ai eu différents modes de location. J'ai eu du nu, j'ai eu du meublé, j'ai eu de la location courte durée. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui étaient beaucoup plus rentables que d'autres au niveau des investissements. Donc, nos 4 piliers de l'investissement locatif. Donc, on a 4 piliers, c'est, disons, les 4 sujets indispensables par lesquels vous allez devoir passer, quelle que soit votre stratégie d'investissement. Donc, à la base, première chose, il va falloir trouver une bonne affaire. Ça va être la première chose, quelle que soit votre stratégie. Vous le savez, vous avez certainement déjà entendu, c'est à l'achat qu'on gagne de l'argent. Donc, on va faire une bonne affaire, que ce soit pour louer ou pour revendre. Ensuite, une fois que vous l'avez trouvé, il va falloir le financer. Donc là, il va falloir trouver le financement qui va être le deuxième pilier de notre investissement. Ensuite, il y a l'allocation, on va dire l'exploitation de tout ça qui va être le troisième pilier et bien sûr le quatrième pilier qui est sensible
pour beaucoup de monde, la fiscalité. Je vois que déjà là, il y a eu quelques questions sur la fiscalité. Donc, on va aborder ces 4 piliers. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces 4 piliers aujourd'hui? Déjà, quand on pense immobilier, généralement, on pense tout de suite location nue, location courte durée, location meublée, colocation. Alors ça, c'est bien, mais il y a un point commun dans tous ces principes, c'est que il va falloir trouver un bien adapté à la stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, quand on va faire de la location courte durée, par exemple, il va falloir trouver un bien adapté à de la location courte durée. Donc, un bien, ça va être un studio ou un T2. Voilà, généralement, on ne met qu'une seule chambre quand on fait de la location courte durée, à part certains cas particuliers. Mais on va chercher un petit appartement, généralement assez bien placé, de manière à avoir un taux d'occupation qui soit optimisé. Et donc, on ne va pas pouvoir chercher autre chose ou aller chercher quelque chose qui soit perdu au milieu de nulle part, puisqu'on n'aura pas de clients pour faire de la location courte durée. Si on fait de la colocation, forcément, il faut acheter un bien relativement grand parce qu'il faut 3 ou 4 chambres. Donc, vous ne pouvez pas faire de la colocation si vous n'avez qu'une seule chambre. Donc, si votre stratégie, c'est la colocation, il va falloir trouver un bien relativement grand avec plusieurs chambres pour pouvoir faire de la colocation. Donc ça, c'est un des points communs, c'est que quelle que soit votre stratégie d'investissement, il va falloir trouver un bien qui soit adapté à cette stratégie. On reviendra tout à l'heure sur la particularité de l'achat-revente justement par rapport à ça. Ensuite, il va falloir financer ce bien. Il va falloir passer du temps à gérer l'exploitation et il va falloir optimiser et avoir un œil attentif sur la fiscalité, puisqu'au fur et à mesure que vous allez investir, eh bien, vous allez avoir une fiscalité qui va évoluer au fur et à mesure du nombre de biens que vous avez, des amortissements, des rentrées d'argent que vous avez, du nombre de biens, etc. Donc, il va falloir en permanence jongler avec la fiscalité. Alors, au début, ces stratégies-là, c'était bien. Il y a quelques années ça, puisque on a eu une baisse significative du prix de l'immobilier au moment de la crise des subprimes, notamment il y a quelques années. Donc, on a de l'immobilier qui a baissé un petit peu. On a les taux d'intérêt également qui ont baissé. Donc là, c'est bien, on a eu un double effet, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui ont commencé à investir dans l'immobilier. Et j'ai fait partie de cette vague-là de personnes qui ont profité de ces opportunités-là pour investir dans l'immobilier. On a eu le développement de la location courte durée avec notamment Airbnb qui a été très médiatisé. Et donc, la location courte durée, il y a de plus en plus de monde qui en ont parlé. Il y a eu beaucoup de communication également sur les différents réseaux, YouTube, Facebook, etc. Beaucoup de formations qui se sont faites aussi avec de la location courte durée. Et la démocratisation également de la colocation. On a beaucoup parlé de colocation, qui est une très vieille stratégie qui existe depuis très, très longtemps, mais qui a été mis en avant également, puisqu'il y a eu de plus en plus d'investisseurs donc, qui ont cherché à faire de la rentabilité. Donc, ça a été démocratisé. Donc ça, c'était bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos 4 piliers qu'on a vus sont en train de s'effondrer et donc, on va voir pourquoi. Déjà, est-ce que vous êtes OK avec moi sur ce que je viens de vous présenter, sur ces 4 piliers et sur le fait que tout le monde a pu profiter de tout ça? Je vois que le temps de réaction, il est assez rapide. On ne doit pas avoir trop de décalage. OK, donc je vois, OK, Virginie également, Jean-Marc, Véronique. OK, donc vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus. De toute façon, c'est juste des faits là que je vous expose pour l'instant. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a nos 4 piliers qui s'effondrent. Premier pilier qui s'effondre, c'est les bonnes affaires. Alors, pourquoi les bonnes affaires s'effondrent? Là, je vous montre simplement une copie d'écran. Je suis allé sur le site Le Bon Coin. Donc, Le Bon Coin, c'est aujourd'hui le site numéro 1 au niveau de la recherche immobilière. C'est le premier site sur lequel il y a de la recherche immobilière en France. Et on voit qu'il y a environ, donc ça, c'est une capture d'écran qui n'est pas très vieille, qui avait déjà 694 826 annonces. Et là, j'avais recherché simplement vente immobilière dans toute la France. Je n'ai fait aucune sélection, ce qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble des annonces immobilières qui est en France. Et là, ce qu'on constate, ce qui est bien avec Le Bon Coin, c'est qu'on peut séparer les annonces qui sont passées directement par des particuliers et les annonces qui sont passées par des professionnels, donc les agents immobiliers.
Et on voit que quand on fait le calcul, on a 90% des agents, des annonces qui sont passées par des professionnels. Et on n'a que 10% d'annonces qui sont passées par des particuliers. Et les annonces de particuliers ne sont pas forcément des biens qui vont être vendus moins cher. Généralement, c'est des particuliers qui vendent en direct de manière à éviter de payer la commission aux professionnels. Mais quand ils regardent les prix qui sont pratiqués, les montants qui sont annoncés sur les annonces concurrentes, globalement, ils se mettent au même prix en disant plutôt que de laisser 8 000, 10 000, 12 000 euros à un agent immobilier, autant qu'il soit dans ma poche, donc les biens vont être au même prix. Mais c'est juste pour vous expliquer le processus. On a 90% des annonces qui sont passées par des professionnels. Et comment ça fonctionne quand on a un professionnel qui passe une annonce? Déjà, le professionnel, il va voir le bien, il doit prendre un mandat. Donc, il signe un contrat avec le vendeur pour dire « Ok, je vais m'occuper de la mise en vente de votre bien ». Et quand il rentre, il va déjà en parler à ses collègues. Parce que si le bien, c'est une bonne affaire, c'est un bien qui est à restaurer, qui va être intéressant pour faire de l'investissement, donc il a potentiellement dans l'agence d'autres collègues qui peuvent être intéressés. Donc, il va en parler à ses collègues. Alors, ôtez-vous quand même de la tête que tous les agents immobiliers achètent tous les biens, toutes les bonnes affaires, puisque ils sont comme nous, ils sont limités aussi. Beaucoup d'agents immobiliers n'investissent pas dans l'immobilier, il faut le savoir, mais ils ne peuvent pas tout acheter non plus. Donc, il y en a certains qui vont pouvoir acheter eux-mêmes, ils ne prennent pas de mandat, ils achètent directement, mais sinon, ils en parlent à leurs collègues au niveau de l'agence. Si personne n'est intéressé par cette bonne affaire, ils vont en parler avec leur réseau. Donc, le réseau, ça peut être d'autres professionnels de l'immobilier qu'ils connaissent, ça peut être des marchands de biens avec qui ils ont l'habitude de travailler, des investisseurs qu'ils ont déjà comme clients qui achètent des biens régulièrement. Donc, ils vont les contacter en disant « J'ai une bonne affaire qui n'est pas encore sur le marché, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, ils vont essayer de le vendre comme ça en direct assez rapidement. L'avantage pour eux de vendre dans ce qu'on appelle du off-market, c'est-à-dire que ce n'est pas encore en annonce, c'est que les prix, dans ces cas-là, sont difficilement négociables, puisque une personne ne va pas forcément vouloir négocier un prix sur un bien qui n'est pas encore en vente. À ce moment-là, le propriétaire va dire moi, avant de baisser mon prix, mettez-le déjà en annonce, et s'il ne se vend pas en annonce, on verra pour baisser le prix. Mais je ne vais pas déjà, sur un premier acquéreur, déjà alors qu'il n'est même pas en annonce, commencer à baisser mon prix. Donc, généralement, ceux qui achètent des biens off-market, ils vont aller acheter des bonnes affaires, mais le prix n'est pas tellement négociable. Et c'est là l'intérêt de l'agent immobilier de le vendre le plus vite possible en off-market, c'est qu'il sait qu'il aura plus de chances de vendre au prix qu'en mettant en annonce, parce que une fois qu'il est en annonce, il y a de la concurrence et certaines personnes qui disent moi j'achète cash ou j'ai tel et tel avantage, ça va être sujet à négociation. Donc, le fait de vendre en off-market, c'est un avantage pour l'agent immobilier. Non seulement il va pouvoir vendre rapidement, il va éviter de baisser sa commission, puisque il ne baissera pas le prix, et donc c'est tout avantage pour lui. Et ensuite, si c'est toujours pas vendu, donc les collègues ne l'ont pas acheté, le réseau, personne n'en a voulu, à ce moment-là, le bien va se retrouver sur Internet. Et s'il se retrouve sur Internet à ce moment-là, c'est qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas l'affaire du siècle. Et là, quand il va arriver sur Internet, on a tout le monde qui va se retrouver à vouloir acheter ce bien, si c'est malgré tout une bonne affaire, vous allez avoir 10, 20, 30 investisseurs qui vont vouloir se positionner sur ce bien. Et c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des bonnes affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe que les bonnes affaires sont difficiles à trouver, puisque quand elles arrivent sur le marché, ce n'est pas nécessairement des bonnes affaires. Et en gros, vous récupérez les restes, quoi. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous faire passer comme message. C'est les restes. Donc, c'est OK pour tout le monde, OK pour Yannick, pour Virginie, pour Jean. OK. Donc ça, c'est vraiment… Alors, ce que je vous explique là, c'est simplement, je dirais de manière à vous sensibiliser sur ces points-là. C'est peut-être des réflexions que vous n'avez pas eues forcément. Vous n'avez peut-être pas non plus la connaissance aussi de la manière dont fonctionne le principe avec les agents immobiliers, avec l'off-market. Moi, les agents immobiliers, je les côtoie assez régulièrement. En tant que marchand de biens, je fais partie de réseaux aussi dans lesquels on a avec nous des agents immobiliers. Donc, ça me permet de voir aussi comment ça se passe du côté de l'intérieur, de l'autre côté. Alors, donc je vois qu'il y a, je ne sais pas ton prénom, 33 618, qui me dit, c'est l'acheteur qui fait le prix. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est déjà une bonne affaire et qu'il n'est pas encore sur le marché,
le vendeur, il va dire, moi, je vais attendre d'avoir 2-3 offres avant de commencer à baisser mon prix, quoi. Donc après, malheureusement, quand ça arrive sur Internet et qu'il y a trop de concurrence, le prix, il a du mal à baisser puisque le vendeur, lui, il va vendre malgré tout au plus offrant. Alors, Sylvie qui dit, du coup, on fait comment pour trouver des bonnes affaires? On y reviendra demain. Ça va être le sujet de demain puisque je vais vous apprendre, je vais vous montrer concrètement, avec des cas très concrets, des captures d'écran, des sites spécifiques, etc., comment on trouve ces bonnes affaires. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vous expliquer pourquoi on a nos 4 piliers qui s'écroulent. C'est qu'avant, des bonnes affaires, il y en avait beaucoup plus. Mais maintenant, avec la démocratisation d'Internet et 90% des agents immobiliers qui ont des annonces sur Internet, on passe par ce processus. Quand c'est une vente en direct par un particulier, vous voyez l'annonce, vous contactez directement de particulier. Il n'y a pas ce processus. Ce qu'il y a, c'est que les particuliers, aujourd'hui, représentent que 10% des ventes sur Internet. Et vous en avez quand même 90% qui passent par ce processus où d'abord c'est proposé aux collègues, ensuite c'est proposé au réseau et seulement en dernier recours, si c'est toujours pas vendu, les restes arrivent sur Internet. Donc généralement, c'est trop tard pour les bonnes affaires. Deuxième pilier qui s'écroule, ça va être le financement. Donc là, c'est le gros sujet médiatique du moment, le financement. Vous avez certainement entendu parler du HCSF. Alors, il y a encore 2 ans, 2 ans et demi, personne ne connaissait l'existence du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Mais ce HCSF a commencé à restreindre les conditions d'octroi au crédit. Dans un premier temps avec des recommandations, puis ils ont dit que si ça ne suffisait pas, ils allaient imposer ces recommandations. Et aujourd'hui, ce ne sont plus des recommandations, ce sont des règles que doivent respecter les banques. Alors, dans ces recommandations, on a maintenant un taux d'endettement qui est limité à 35%. Donc, quand on est investisseur, multi-investisseur, ou pour peu que vous soyez propriétaire de votre résidence principale et qu'en plus vous fassiez de l'investissement, cette limite de 35% est très vite atteinte, puisqu'avant, on avait certains types de calculs avec un calcul différentiel qui pouvait être appliqué, mais aujourd'hui, les banques n'ont plus le droit d'appliquer cette méthode de calcul. Donc, c'est vraiment du calcul de taux d'endettement strict pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a même certaines banques qui ne veulent plus prendre en compte certains revenus locatifs, notamment les revenus locatifs de la location courte durée. J'ai eu le cas avec une amie il n'y a pas très longtemps qui a été voir la banque, qui a à peu près 6 000 € par mois de revenus locatifs. Et la banque lui dit, non, on tient compte des prêts, mais on ne tient pas compte des revenus locatifs parce que tous vos appartements sont en location courte durée. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle a ces revenus récurrents puisque ces locations tournent assez bien régulièrement. Mais les banques préfèrent ne plus, pour certaines, ce n'est pas une généralité, certaines banques ne prennent plus en compte les revenus locatifs de la location courte durée. Donc, ça n'arrange pas les choses. On a grosse problématique aujourd'hui avec le taux d'usure, qui a aujourd'hui un mode de calcul qui est inadapté. Alors, petit changement sur ce principe, je ne sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, donc le calcul du taux d'usure était revu tous les trimestres et à partir du mois de février, il va se faire tous les mois. Donc, ça va faciliter un petit peu, mais comme on a malgré tout des taux d'intérêt qui sont hauts et qui évoluent assez rapidement, on aura quand même ce frein avec le taux d'usure du fait que maintenant, les taux d'intérêt sont relativement hauts. Ensuite, on va avoir une durée d'emprunt limitée à 20 ans. Alors, sur le papier, c'est 25 ans, mais généralement, les banques vont appliquer du 25 ans sur de la résidence principale. Mais quand vous allez investir sur du locatif, les banques, dans une très grande majorité, limitent à 20 ans. Donc, ce qui fait que comme vous avez des durées d'emprunt qui sont plus courtes, forcément, vous avez moins de rentabilité puisque vous remboursez plus tous les mois. Et comme vos échéances sont plus élevées, vous avez un taux d'endettement qui est plus élevé aussi puisque vous remboursez plus tous les mois. Il y a également une priorité qui est mise pour financer les résidences principales parce qu'on sait qu'il y a des dérogations. Les banques peuvent déroger sur une partie. Donc, elles peuvent déroger de 20%, c'est-à-dire ne pas respecter les 35% d'endettement sur 20% de l'ensemble du montant des crédits qu'ils font. Mais sur ces 20%, il faut qu'il y en ait 80% qui soient pour de la résidence principale. Ce qui fait que pour de l'investissement, les investisseurs, eux, peuvent bénéficier de
20% de flexibilité sur les 20% sur lesquels ça peut être appliqué. Donc, en fait, il y a une dérogation sur seulement 4% du montant global qui peut être investi. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique tout ça dans le détail. Donc, si vous n'êtes pas au courant ou si vous avez des doutes sur les calculs ou sur l'application de tout ça, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube Jérôme Yvon où j'ai pas mal de vidéos qui reprennent tout ça dans le détail, le tableau, les calculs, etc. Le report d'échéance aussi, ce qui est intéressant quand on fait du locatif, c'est de dire je fais mon prêt pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne rembourse pas le prêt et pendant ce temps-là, j'encaisse des loyers et je commence à rembourser un petit peu plus tard. Et bien maintenant, d'une part, le report d'échéance est limité à 2 ans, mais c'est limité à 2 ans sous condition. Il faut que pendant la période d'échéance, le bien ne puisse pas être loué, donc vous ne pouvez pas encaisser de loyer pendant cette durée de report. C'est uniquement pour du neuf ou alors pour des travaux qui représentent plus de 25% du montant du prêt. C'est-à-dire que si vous empruntez 100 000 euros, eh bien, il faut que vous ayez plus de 25 000 euros de travaux sur votre projet pour pouvoir demander un report d'échéance. Donc, si vous faites juste un petit coup de peinture, ou voire même si vous ne faites pas de travaux du tout, vous ne pourrez pas demander du report d'échéance. En plus de ça, c'est limité à certains types de travaux. Donc, vous pourrez avoir un report d'échéance si vous créez de la surface, donc globalement, si vous construisez, pour de la modernisation. Donc, alors, modernisation, ça s'entend si il y a des toilettes à l'extérieur sur le palier, que vous êtes obligé de recréer des toilettes à l'intérieur, par exemple, ça va être de la modernisation. Mais si vous refaites de la peinture, de la déco, que vous réaménagez la cuisine et que vous changez les parquets, c'est de l'embellissement, c'est pas de la modernisation, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Si vous faites des travaux d'assainissement, donc généralement si vous achetez une maison, que vous raccordez la maison tout à l'égout par exemple, ou que vous refaites l'assainissement individuel de la maison, et pour tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, donc si vous êtes obligé de faire de l'isolation intérieure, du remplacement de fenêtres, etc., eh bien à ce moment-là, vous pourrez demander des reports d'échéance. Mais si vous faites juste de la déco simplement avec un coup de peinture, parquet, aménagement de cuisine, de salle de bain et que vous mettez des meubles dedans, eh bien, ça ne rentre dans aucune de ces cases et donc vous ne pourrez plus avoir le report d'échéance. Et même si vous l'avez, de toute manière, ça sera limité à 2 ans. Vous ne pourrez pas avoir plus. Et pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas louer votre bien puisque quand vous le mettez en location, eh bien, à ce moment-là, le bien n'est plus en vacances locatives, donc vous n'avez plus aucune raison d'avoir un report d'échéance. Donc, la banque arrête le report. Alors, il y a des petites astuces par rapport à ça que j'explique dans mes différents programmes de formation en coaching individuel également. Et on a maintenant de plus en plus un apport minimum de 10% qui est demandé. Avant, on arrivait assez facilement à emprunter, on faisait ce qu'on appelait du prêt à 110%. Donc, on empruntait le montant du bien, les frais de notaire, etc. Et la banque finançait tout. Maintenant, la banque demande au minimum 10% d'apport. Alors, c'est dans la majorité des cas, il y a toujours des exceptions, mais les exceptions vont être sur des dossiers particuliers, donc des investisseurs qui connaissent bien la banque, qui ont déjà des gros moyens, qui ont déjà des bons dossiers. Mais globalement, si vous êtes débutant dans l'investissement, il faudra en passer par là, à moins que vous ayez vraiment un dossier bancaire ou beaucoup d'épargne et que vous soyez très bien avec votre banquier. Mais d'une manière générale, je dirais que dans 90% des cas, la banque va demander de l'apport pour financer, d'autant plus si c'est de l'investissement locatif, elle va vouloir se sécuriser au maximum. Donc, on a toutes ces contraintes qui arrivent maintenant au niveau du financement. Donc, par rapport à il y a quelques années, ça devient de plus en plus difficile et on a aujourd'hui beaucoup de dossiers qui sont refusés, soit parce que les investisseurs n'ont pas suffisamment d'apport, ou alors parce que le taux d'endettement est très vite dépassé du fait des nouveaux modes de calcul et en plus du taux d'usure. Est-ce que c'est OK avec moi? Est-ce que vous avez constaté ou est-ce que vous avez… Tiens, dites-moi si vous avez eu des refus de prêt, vous aussi, par rapport à des taux d'usure ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont eu des soucis? Je vois pas qui me demande, qui parle de banque d'affaires. Alors, banque d'affaires, comme le nom l'indique, les banques d'affaires, généralement, vont pouvoir faciliter certaines choses, notamment avec des particuliers, avec des sociétés. Mais en tant que particulier, vous pouvez avoir des banques d'affaires,
mais elles vous financeront dans les mêmes conditions, puisque les banques d'affaires sont des banques qui sont généralement pour les professionnels. Donc, Eric, voilà, donc refus de prêt, voilà, parce que tu n'as pas de travail. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, notamment quand j'ai créé ma société de marchand de biens, j'étais au chômage. Donc, vous voyez qu'à l'époque, même maintenant, c'est quasiment impossible. Mais même moi, à cette époque-là, quand j'ai créé ma société en 2017, j'ai créé une société de marchand de biens en étant au chômage pour dire que c'était quand même beaucoup plus facile avant. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a des solutions pour ne plus travailler avec les banques. Moi, j'essaye d'éviter aussi, mais bon, c'est quand même plus intéressant de pouvoir travailler avec les banques financièrement. Alors, les conditions pour les SCI, demande de vie, c'est différent, ça va dépendre des banques. Certaines banques vont bien considérer que la SCI, c'est une société, puisque SCI, c'est une société, société civile, mais certaines banques vont considérer que la société, étant donné que c'est une société civile, vont appliquer dessus les mêmes règles que pour les particuliers. Normalement, ça ne devrait pas s'appliquer au SCI, mais certaines banques, comme ils n'ont plus trop envie de faire du prêt immobilier puisqu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent avec, voire même ils en perdent, essayent de trouver le plus de subterfuges pour ne pas valider les prêts immobiliers. Donc, la SCI, ça va dépendre des banques. Voilà, donc Eric qui dit, voilà, lui, il a beaucoup de biens, mais aujourd'hui, malgré tout, il se retrouve bloqué. Voilà, Jocelyne, voilà, refus pour un prêt belé, voilà, Thierry aussi, problème de taux d'usure, refus de prêt, voilà, taux d'endettement trop élevé. Voilà, pour Fabrice. Voilà, ouais, donc voilà, donc vous voyez que vous êtes quand même quelques-uns aussi, voilà, à déjà malheureusement avoir subi ça. Donc, on va voir que justement qu'avec l'achat-revente, il y a quelques solutions par rapport à ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a certaines banques qui essayent de faire des efforts, mais voilà, de diminuer leurs frais, de faire des efforts au niveau de l'assurance, etc. Mais bon, malgré tout, bien souvent, ça ne suffit pas. Alors, concernant l'exploitation, qu'est-ce qui s'effondre au niveau de l'exploitation? Alors, qu'est-ce que j'entends par l'exploitation? Ça va être en location nue. Ce qui devient de plus en plus compliqué, ça va être de trouver des locataires qui sont solvables dans le temps, puisque le bail fait 3 ans quand on fait de la location nue, et donc on a un intérêt fiscal qui est limité, puisque déjà au niveau amortissement, etc., c'est pas terrible, quoi. C'est assez peu rentable, donc vu les conditions de financement, quand on fait du nu, c'est pas évident. Et quand je dis de trouver des locataires solvables dans le temps avec un bail de 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, vu je dirais, l'actualité économique du pays, une personne, même aujourd'hui, qui est en CDI, les CDI, c'est vraiment de la durée indéterminée. Le CDI peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Et on a vu aujourd'hui des grosses entreprises qui marchaient très bien, qui, malgré tout, à cause de prix de l'énergie ou de prix de matières premières, déposent le bilan. Donc, même des personnes qui étaient en CDI dans des très bonnes sociétés se retrouvent aujourd'hui, malheureusement, sans emploi. Donc, difficulté par rapport à ça, d'avoir des locataires qui sont solvables dans le temps. La partie location meublée, donc là, ça va être tout ce qui va être notamment les étudiants. Là, je ne parle pas encore de location courte durée. La location meublée classique à l'année, on a de plus en plus de turnover de locataires, puisque c'est souvent des étudiants donc, qui ont des cours en distancié. Ils ont de moins en moins de jobs étudiants, ça devient de plus en plus dur aussi pour les étudiants d'avoir un job. Donc, des fois, ils ont du mal avec le loyer, donc ils essayent après de vite changer pour retrouver une opportunité avec un appartement qui sera moins cher. Donc, avant, autant la location meublée, on avait des étudiants qui restaient 2, 3, 4, 5 ans dans le même appartement, alors qu'aujourd'hui, il y a un turnover beaucoup plus important dans les locations meublées, ce qui fait que au lieu de louer 12 mois sur 12, vous vous retrouvez avoir des loyers sur 10 ou 11 mois seulement au lieu de 12, comme on l'avait avant. Donc, ce qui impacte beaucoup sur la rentabilité. Côté location courte durée, ça marche bien la location courte durée, mais il y a beaucoup de réglementations qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues avec des permis d'exploitation, les copropriétés qui font des nouveaux règlements pour interdire la location courte durée, la gestion qui devient de plus en plus compliquée aussi, puisque comme il y en a de plus en plus, les sociétés qui s'occupent du ménage, des travaux, etc., les conciergeries ont de plus en plus de travail
donc, et pas forcément le personnel à mettre en face. Donc, on a aussi une gestion qui se complique avec des services qui sont de moins bonne qualité. Voilà, et on a une évolution assez rapide des restrictions dans les grandes villes, et ce qui n'arrange pas les choses, notamment avec les plafonnements de loyer, par exemple, et les plafonnements de loyer, ils commencent maintenant à vouloir les appliquer sur de la location courte durée, voire même sur de la colocation. Donc, il va y avoir beaucoup de restrictions aussi qui vont se faire par rapport à ça. On va avoir la colocation aussi, de plus en plus de concurrence sur la colocation. Voilà les conflits entre les colocataires qu'il faut gérer. Beaucoup de turnover aussi de vacances locatives, puisque ça fait partie, ça aussi, des locations meublées, dû aussi au cours distanciel et les jobs étudiants qui sont restreints et de plus en plus d'offres aussi au niveau de la colocation. Donc, avec la concurrence, des locataires qui sont amenés à changer beaucoup plus régulièrement. Et d'une manière générale, on a de la concurrence, quel que soit le mode d'exploitation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus par rapport à la concurrence? Beaucoup disent, moi, pour augmenter la rentabilité et pour me différencier de la concurrence, je vais faire de la prestation haut de gamme. Alors ça, c'est très bien sur le papier. Le problème, c'est qu'en faisant de la prestation haut de gamme, vous avez des biens qui vont revenir plus chers, puisque au lieu de mettre une baignoire à 300 ou 400 euros, vous allez mettre une super baignoire balnéo, etc., qui va coûter 4 000 euros. Vous allez mettre une salle de bain par chambre, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, vous allez avoir de la prestation haut de gamme, vous allez louer plus cher, mais proportionnellement à ça, ça va aussi vous revenir plus cher. Donc, moins de rentabilité. Et comme ça vous coûte plus cher, vous avez des prêts qui sont plus élevés, un endettement qui augmente. Et donc, vous êtes coincé après avec le HCSF au niveau de votre endettement pour pouvoir éventuellement racheter autre chose derrière, parce que vous avez fait un super appartement d'un côté, mais pour celui d'après, vous ne pouvez plus emprunter puisque les banques ne vous financent plus. Tout votre budget, votre capacité d'emprunt est passé dans la prestation haut de gamme que vous avez faite. Donc, beaucoup d'incidences sur les différents modes d'exploitation. Donc là, je vous ai mis quelques copies ici d'écran de certains médias. Donc, on a tous les problèmes de DPE également qui sont liés avec maintenant tous ceux qui sont en G qui ne peuvent plus être loués, les appartements qui ont en G, donc ça vous oblige à faire certains travaux. Voilà, on a maintenant une règle aussi avec le plan pluriannuel de travaux qui rajoute des charges supplémentaires au niveau des copropriétés. On voit qu'il y a MO, vous voyez, où les propriétaires devront bientôt avoir un permis de louer. Donc, il va y avoir des numéros, voilà, des autorisations pour pouvoir louer des biens. Et on a ça dans de plus en plus de villes. Voilà, l'encadrement des loyers aussi. Pourquoi de nouvelles villes d'Île-de-France pourraient s'y mettre? Et on n'a pas qu'en Île-de-France. Là, c'est sur le Parisien, donc il parlait de l'Île-de-France, mais il y a beaucoup de villes aussi en province qui essayent de vouloir appliquer un plafonnement des loyers. Et on a des règles qui sont amenées à changer quasiment du jour au lendemain. Il suffit qu'il y ait une décision qui passe en conseil municipal dans une ville et hop, il y a une nouvelle règle qui est instaurée au niveau de la municipalité. Donc, beaucoup de contraintes par rapport à ça au niveau de l'exploitation. Est-ce que c'est OK pour vous? Je vois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires par rapport à ça. Je regarde vite fait le chat. Les courtiers ne sont pas les meilleurs pour obtenir un prêt. Oui, puisque de toute façon, ils ont les mêmes contraintes que nous. Ouais. S'il y a un locataire qui est à la retraite, oui, parce que généralement, c'est des personnes âgées. Donc après, ça va dépendre aussi du type de bail et de la durée du bail. C'est vraiment du spécifique, ça, quand on voit avec un locataire. Donc oui, souvent, voilà, ils peuvent être protégés du fait de leur âge. Est-ce qu'on a le droit de vendre moins cher? Oui, globalement, tu vends au prix que tu veux. Mais en tant que particulier, voilà, tu peux vendre au prix que tu veux. On voit certaines personnes qui perdent de l'argent à la revente sur certains biens, mais ce n'est pas forcément un bon calcul. Oui, alors, les taux d'impayés restent faibles. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est Régis qui nous dit, c'est vrai que la proportion de taux d'impayés, c'est quelques pourcents, je crois qu'on est aux alentours de 3% à peu près de loyers impayés en France. Ce qu'il y a, c'est que derrière, par rapport à ces risques, c'est les problèmes aussi d'assurance et qu'il y a des banques qui vont dire « Ok, nous, on vous finance à condition que vous preniez une garantie loyer impayé ». Et derrière, c'est l'application de la garantie loyer impayé qui va être compliquée.
Donc, en fait, c'est des effets boule de neige, hein, ce qu'il peut y avoir d'une décision. Même si on peut faire sans, ça va impacter sur la banque, sur l'assurance ou sur d'autres choses, quoi. Donc, ouais, Montpellier qui est dans l'encadrement des loyers, voilà, beaucoup de grandes villes, hein, de plus en plus. Ouais, alors je vous expliquerai, bon, peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses, je vous expliquerai pourquoi les banques n'aiment pas les marchands de biens. C'est pas tellement parce qu'elles veulent fidéliser la clientèle, parce que les marchands de biens sont des clients fidèles puisqu'ils font des opérations régulières et ils rapportent beaucoup d'argent aux banques. Mais je vous expliquerai tout à l'heure. Je ne vais pas m'étaler ici, mais on en reparlera éventuellement sur la session de questions-réponses de pourquoi les banques n'aiment pas les marchands de biens. Non, Denis, donc Denis qui dit ouais, est-ce que vendre avec un locataire à la retraite m'oblige à vendre moins cher? Bah non, en fait, tu vends le prix que tu veux. Après, ce qui peut être compliqué, c'est de trouver ton acquéreur, quoi. Ok, les amis. Donc, on va continuer et on va aborder ce dernier point sur d'effondrement, sur la partie fiscalité. Donc, le problème de la fiscalité, ben, ça, il est commun, il existe depuis des années. C'est qu'on a une nouvelle réforme chaque année. Bon, on l'a vu puisque là, on a une nouvelle loi, enfin la nouvelle fiscalité là qui est passée à coup de 49.3 en fin d'année. Donc, aucune visibilité sur la fiscalité puisqu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été décidées. Il y a des choses qui étaient dans les tuyaux, ça passe pas, on fait pas, on n'en sait rien, notamment sur sur notamment l'imposition sur les plus-values, il y avait des choses dans les tuyaux, etc. Donc, on ne sait jamais si ça va passer, si ça va être appliqué, pas appliqué. Donc, voilà, beaucoup de points en suspension et peut-être que ce qui n'est pas passé cette année, peut-être que ça sera appliqué l'année prochaine. On n'en sait trop rien, donc beaucoup d'instabilité et aucune visibilité par rapport à ça. On a depuis quelque temps le passage automatique du statut de loueur meublé non professionnel au loueur meublé professionnel, ce qui fait qu'il y a une perte de revenus, puisqu'il y a une partie des revenus qui vont passer dans des charges et dans des impôts, etc. Et donc, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est que comme on a de la perte de revenus, c'est de réinvestir, mais pour réinvestir, on est bloqué avec les règles du HCSF. Ce que je vous parlais de l'effet boule de neige, c'est que pour éviter un truc, on a une solution, mais la solution, on ne peut pas l'appliquer à cause d'autre chose. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et surtout, on n'a aucun prévisionnel à long terme possible, ce qui fait que pour ceux qui veulent faire de l'investissement patrimonial, comme il y a quelques temps, ils disaient, voilà, j'achète un bien maintenant, je le mets en location, j'ai des revenus, il s'autofinance, voilà, tout est figé, tout est réglé. Et on s'aperçoit que les gens qui étaient encore dans le vert il y a quelques années, ils sont passés dans l'orange, maintenant dans le rouge, puisque c'est des biens qui commencent à coûter de l'argent, alors que dans les prévisionnels qui avaient été faits il y a quelques années, tout devait bien se passer, mais du fait de nouvelles règles fiscales, ça devient de moins en moins intéressant. Donc, on se retrouve globalement avec 4 piliers qui sont en train de s'effondrer. Alors, je vous dresse globalement un tableau un petit peu noir, mais je dirais à chaque fois, il peut y avoir des exceptions ou des solutions pour s'en sortir. Mais disons que là, on a un ensemble d'éléments qui fait que d'une manière générale, l'investissement immobilier devient de plus en plus compliqué. Et ça, je vais être franc avec vous, c'est une réalité. Et beaucoup de personnes que vous voyez sur des réseaux sociaux, etc., notamment sur YouTube et tout ça, vont vous dire ouais, c'est le moment de prendre des opportunités, tout ça, mais il y a quand même en face toutes ces problématiques-là qui sont une réalité dont il faut avoir confiance. Donc, on a les bonnes affaires donc, qui se font rares puisque tout le monde cherche la même chose au même endroit, notamment sur le Bon Coin. Donc, on verra demain comment faire pour trouver des bonnes affaires autrement. On a le financement donc avec le HCSF, donc le taux d'endettement limité à 35%, les durées maximum qui sont réduites maintenant à 20 ans pour tout ce qui est investissement locatif, la priorité qui est mise dans les banques pour financer les résidences principales, la demande d'apport de 10% et donc des rentabilités qui baissent et par conséquence des taux d'endettement qui augmentent. On a l'exploitation qui se complique avec la protection des locataires, des vacances locatives, la réglementation et les copros qui se durcit aussi, la concurrence avec les autres, puisque comme ça devient difficile, tout le monde se met en concurrence, on a même qui brade un petit peu, qui casse les prix pour essayer de s'en sortir. Donc, il y en a qui essayent de faire du haut de gamme, mais là encore, ça plombe la rentabilité et le taux d'endettement aussi.
et la fiscalité, donc avec les nouvelles lois de finances, les statuts de LMNP qui basculent automatiquement maintenant, et la difficulté de réinvestir à cause du HCSF et globalement l'instabilité fiscale par rapport à tout ça. Donc le problème par rapport à tout ça, en fait, c'est pas le problème, c'est là où je voulais en venir en vous dressant ce tableau noir. Le problème, c'est ton attitude face au problème. Et ça, mettez-vous-le bien en tête. Prenez-la vraiment pour vous, hein, cette phrase. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se confrontent, se mettent face au problème et se mettent la tête devant et ne prennent pas suffisamment de recul pour voir comment faire par rapport à ces différents problèmes. Et on le voit avec différents points d'actualité. Je ne vais pas m'étaler ici, mais quand on voit les problématiques des boulangers, etc., on voit qui vont fermer boutique, etc., il y a des solutions qui peuvent être prises qui sont extrêmement simples, mais ils ont trop la tête dedans pour voir le problème d'un autre œil, quoi. Et c'est ce que je veux essayer de vous montrer ici aujourd'hui avec ces problèmes qu'on retrouve. Donc, il y a certains sujets dont je reviendrai dans les prochains cours. Je reviendrai en détail donc sur comment trouver les bonnes affaires, on verra ça demain, comment financer les flips, comment revendre plus cher et comment optimiser la fiscalité. C'est des points sur lesquels je reviendrai vraiment en détail dans les 3e et 4e cours de cette semaine. Aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est l'erreur courante qui est faite dans le parcours de l'investisseur immobilier et surtout pour, si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, que vous soyez au courant de ça pour ne pas vouloir aller trop vite et bien réfléchir avant de vous lancer et avant d'agir de manière à pas ne pas le faire, mais à le faire intelligemment, avoir une stratégie qui prenne beaucoup de choses en compte. Et si vous êtes déjà investisseur, que vous avez déjà des biens, ça va peut-être vous permettre de comprendre et peut-être de modifier un petit peu votre stratégie en cours de route. Donc, le parcours classique de l'investisseur et l'erreur courante qui est faite. Vous commencez, première étape, donc, vous achetez ce que vous trouvez puisque il y a beaucoup de concurrence, etc. Vous ne trouvez pas forcément de bonnes affaires et à un moment, vous dites, bon, j'achète un bien, celui-là, il me paraît pas mal et du coup, je vais faire de l'allocation en rendement, je vais optimiser, je vais faire de l'allocation courte durée. Donc, même si j'ai acheté un bien au prix du marché, le fait de faire de l'allocation courte durée, par exemple, ça va me permettre d'avoir un cash flow positif sur ce bien-là. Donc, vous faites de l'allocation à haut rendement. Et là, vous avez une capacité d'endettement qui est au maxi, puisque il a fallu meubler l'appartement. Vous avez fait du haut de gamme, donc vous avez mis des baignoires balnéo, vous avez mis des super meubles, vidéoprojecteurs, etc. Donc, ça vous a coûté cher d'aménager tout ça. Et vous avez une capacité d'endettement qui est au maximum. Donc, vous commencez à payer ensuite des travaux, vous commencez à payer des impôts, et vous devez réinvestir. Puisque vous dites, à un moment donné, la défiscalisation, les amortissements, etc., je ne peux plus les faire. Je vais commencer à payer. Schéma classique de l'investisseur, dire je commence à payer des impôts, j'ai amorti mon bien, etc. Donc, je vais racheter un autre appartement, faire des travaux et je vais de nouveau bénéficier d'amortissement et je vais pouvoir défiscaliser là-dessus. Le problème, c'est que vous êtes bloqué pour réinvestir à cause des nouvelles règles du HCSF. Les banques vous disent, non, maintenant, on ne peut plus vous financer puisque vous êtes au taquet au niveau de votre taux d'endettement. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, du coup, puisque je suis imposé là-dessus et qu'au lieu de gagner d'argent, je commence à en perdre, vous revendez votre bien pour recommencer. Et qu'est-ce qui se passe dans ce schéma-là? Pourquoi je dis que ce schéma, c'est une erreur qui est assez courante? J'en viens à ce chiffre. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond ce chiffre? Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu des conférences que j'ai déjà faites où j'ai parlé de ce chiffre. Donc, mais dites-moi, 7 ans par rapport à l'erreur, le processus qui amène à une erreur, à quoi correspond ce chiffre, cette période de 7 ans? Lancez-vous dans le chat, dites-moi dans les commentaires à quoi correspond
Durée moyenne de détention, profit après 7 ans, les personnes déménagent en général, on revient à 0. Durée d'amortissement, ouais, il y a pas mal de choses par rapport à ça. La revente, ouais, partie de tout ça. Bon, je vous ai quand même bien aidé quand même avant ce que j'ai donné avant. Donc, ouais, globalement, à quoi ça correspond 7 ans? C'est la durée de vie réelle d'un prêt immobilier. Donc, soit généralement parce qu'il y a la revente, la revente du bien, ou alors un refinancement, bon, quelqu'un qui veut refinancer un autre bien, donc qui refait un nouveau financement et qui fait racheter son prêt, etc. Mais les prêts immobiliers, un prêt immobilier est généralement détenu pendant uniquement 7 ans. Alors, des fois c'est moins, des fois c'est plus, mais c'est la moyenne nationale des prêts immobiliers, tout confondu, que ce soit investissement ou résidence principale. La moyenne nationale de détention d'un prêt immobilier, c'est sur 25 ans. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas trop regarder les calculs, ce que ça va coûter au bout de 25 ans, mais il faut regarder aux alentours des 7 ans combien vous auront coûté le prêt et les assurances. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 7 ans? Ça correspond à quoi également, cette durée de 7 ans? Eh ben, c'est la durée moyenne de défiscalisation en LMNP, et c'est pour ça que les gens revendent. C'est-à-dire que pendant 7 ans, vous allez pouvoir amortir le bien. Il y a une partie amortissement du bien, amortissement des travaux, amortissement des meubles, etc. Tout ça cumulé, et vous avez au bout d'un moment la défiscalisation qui diminue. Vous avez votre cash flow, du coup, le différentiel qui va augmenter, et ce qui fait qu'au bout de 7 ans, vous allez vous retrouver à devoir payer des impôts. Et donc, généralement, les gens disent, puisque je dois payer maintenant, soit je dois racheter autre chose, on ne peut pas, donc je revends pour racheter un autre bien. Et c'est également la durée moyenne qu'il faut pour reconstituer son apport. Alors, à part des cas particuliers comme par exemple de la location courte durée, mais généralement les banques n'aiment pas trop financer quand vous dites que c'est de la location courte durée, mais quand vous amenez vos 10, 15, 20% d'apports qui sont demandés par les banques, mais que vous gagnez que quelques centaines d'euros par mois en cash flow, quand je parle une fois que vous avez tout payé, vraiment l'argent qui va vous rester sur votre compte bancaire une fois que vous avez tout payé, que vous avez remboursé votre prêt, etc., eh bien, l'argent qui va vous rester va vous servir à reconstituer l'apport que vous avez mis. Donc, si vous gagnez 150 euros par mois, par exemple, et que vous avez mis 15 000 euros d'apport, il va vous falloir quelques années, en moyenne 7 ans, pour pouvoir reconstituer votre apport. Et ce qui fait que vous revendez en réalité en n'ayant rien gagné, puisque tous les mois, vous avez gagné de l'argent avec vos loyers, vous avez défiscalisé, etc. Mais au moment où vous revendez, vous avez uniquement reconstitué l'apport que vous aviez mis au départ. Donc, en fait, vous avez détenu un bien pendant 7 ans, vous avez galéré avec la gestion locative, les locataires, le robinet qui fuit, le chauffe-eau qui tombe en panne, etc. Et au bout du compte, vous n'avez rien gagné puisque vous avez juste reconstitué votre apport. Donc, cette stratégie, moyen terme, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment fiable parce que si vous faites un projet et que vous vous dites « Ok, je le fais, mais je revends dans 7 ans », quel sera le prix du marché lors de la revente? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire est-ce que le marché il aura monté, baissé dans 7 ans? On n'en sait rien. Quelles seront les conditions pour avoir les prêts? Vous voyez que là, en 2-3 ans, tout ce qui est conditions de prêt, ça a changé, que ce soit les conditions pour obtenir les prêts, les taux d'intérêt, etc. Il y a tout qui a été bouleversé très rapidement. Donc, on ne peut pas trop faire de prévisions, même à moyen terme. Quelle sera la fiscalité à venir, puisqu'on a une loi de finances qui change tous les ans? On n'en sait rien. Et donc, moi, je vous recommande de ne pas construire cette stratégie sur un château de cartes. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais répondre à toutes vos questions parce que par rapport à ça, je vous ai dressé un tableau noir et je sais que vous aurez certainement beaucoup de questions avec ça, puisque ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Donc maintenant que je vous ai dressé vraiment le tableau, et peut-être que je vous ai ouvert les yeux sur certains points, que ce soit sur les bonnes affaires, sur le financement, sur le processus derrière, et avec ce terme de 7 ans pendant lequel vous reconstituez votre apport. Donc, dans le prochain cours, donc demain soir, on verra les 5 éléments que vous recherchez
en immobilier. Voilà, quelle que soit votre stratégie, d'une manière générale, qu'est-ce que vous allez rechercher quand vous faites de l'immobilier. On fera un petit jeu des 8 différences. Donc, c'est pas trop un secret, 8 différences entre l'achat-revente, les flips et le locatif. Et ça vous montrera l'intérêt de faire des flips. On reverra les 5 opérations passées au scanner, ces opérations que vous auriez pu réaliser, les opérations que je vous ai présentées tout à l'heure, où je reviendrai opération par opération avec les chiffres, qu'est-ce que j'ai fait, quelle stratégie j'ai utilisée, comment je les ai revendus, etc. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a quelques petites questions par rapport à ça. Donc, on reviendra vraiment dans le détail par rapport à ces opérations. Et voilà pour ce qu'on verra demain. Avec le détail de toutes ces opérations, ça prendra pas mal de temps. Voilà pour ce prochain cours ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous avez quelques questions, je vais revenir face caméra avec vous et je vais répondre à toutes vos questions, principalement sur ce qu'on a vu ce soir. Voilà les amis, me revoilà face à vous, j'ai le chat, j'ai tout. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu les questions que vous aviez posées. Dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu. Tac, 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 tac. Un exemple d'investisseur sans concours. Ok, donc, bonsoir Jérôme. Question, je suis propriétaire d'un appartement que j'habite sans dette, mais je n'ai pas de trésorerie. Comment va fonctionner l'entreprise? De quelle entreprise tu me parles? Parce que là, ce que je vais vous parler, c'est vraiment pour faire de l'achat-revente en tant que particulier. Donc, déjà, je vous le dis, je vais anticiper un petit peu. Pour se lancer dans de l'achat-revente, souvent, il y en a qui disent « Ah ben moi, je vais devenir marchand de biens, je vais faire de l'achat-revente. Donc, comme je vais faire de l'achat-revente, je vais créer ma société de marchand de biens. » Il faut bien comprendre une chose, c'est que, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les banques financent de moins en moins les marchands de biens pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les banques ont peur. Alors, c'est quoi aujourd'hui la crainte des banques par rapport à de l'achat-revente et notamment aux marchands de biens? Je vous ai dit tout à l'heure que j'en parlerai. Les banques ont deux problèmes. C'est que, d'une part, il y a l'augmentation du prix des matériaux et surtout les délais d'approvisionnement des matériaux. Parce que quand on fait un prêt marchand de biens, les prêts en tant que marchand de biens sont des prêts très courts. On emprunte sur 2 ou 3 ans au maximum. Donc, moi, par exemple, je suis sur des projets. Là, j'ai un projet que la banque ne veut pas me financer. Enfin, elle devait me financer, puis finalement, ils me disent non, simplement parce que ils ont dit, voilà, il y a beaucoup de travaux, compte tenu qu'on va faire un prêt sur 3 ans. S'il y a des problèmes d'approvisionnement de matériaux, le chantier va prendre du retard. Et si le chantier prend du retard, on n'est pas sûr de pouvoir faire l'opération et de revendre dans les 3 ans, puisque le chantier va prendre du retard. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'en tant que marchand de biens, les biens, on doit les revendre. Généralement, on les revend à des particuliers et les particuliers ont de plus en plus de mal à se faire financer. Donc, c'est pour ça que les banques hésitent parce qu'une banque, c'est un gestionnaire de risque et eux, ils regardent simplement par rapport à leurs statistiques et ils disent nous, on finance moins les particuliers. Donc, comme on finance moins les particuliers, potentiellement, le bien peut avoir plus de mal à se vendre. Donc, c'est par rapport à ces éléments de délai, notamment, que les banques financent de moins en moins les marchands de biens. Donc, la recommandation que je fais, et c'est l'objet de ce challenge ici, c'est de vous expliquer quelle stratégie vous pouvez utiliser pour commencer à faire de l'achat-revente en tant que particulier, sans être professionnel. On peut le faire sans être marchand de biens en tant que particulier. Moi, j'ai commencé comme ça. Il y a aussi des erreurs à éviter. Il y a des stratégies qu'il ne faut pas utiliser en tant que particulier au risque de se faire requalifier marchand de biens. Donc, c'est-à-dire que vous serez soumis à la TVA, à devoir payer de la TVA, etc. Donc, il y a des erreurs à éviter, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard, quoi. Mais l'idée vraiment de ce challenge ici, ça va être donc de vous expliquer comment faire de l'achat-revente en tant que particulier. Ok, merci Slaou pour ton remerciement. Eric, non, c'est quoi un flip? Je t'ai expliqué en tout début de conférence, n'était peut-être pas encore arrivé. Eric, un flip, c'est l'achat-revente. C'est un terme qui est utilisé au Canada et au Québec. Flip, c'est de l'achat-revente. Donc, c'est pour ça que ici, je parle de flip, c'est plus facile et c'est plus rapide à dire.
Les biens sur le bon coin peuvent souvent être négociables puisqu'ils n'ont pas eu preneur dans les réseaux professionnels. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir négocier les biens sur le bon coin, enfin, tout ce que vous voyez en annonce. La problématique, c'est que quand vous avez un appartement qui va se présenter où c'est une bonne affaire, un appartement mettons avec des travaux, etc., qui va intéresser des investisseurs qui vont faire de la location courte durée, et ben d'un seul coup, vous avez tous les investisseurs qui sont intéressés par ce type de bien, si c'est une potentielle bonne affaire qui vont se mettre dessus. Et là, la personne va se retrouver avec 2, 3, 4, 5 offres sur le même bien et vous serez en concurrence avec les autres. Et à partir du moment où vous êtes en concurrence sur un bien, bah, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de négocier. Mais ça, je vous reparlerai aussi un petit peu de la négociation plus tard parce qu'il y a des stratégies aussi au niveau de la négociation. Il y a des choses à négocier qui ne sont pas forcément le prix. Je vous en parlerai demain quand je vous parlerai de mes opérations. Il y a un bien que je viens de revendre sur lequel j'ai baissé un petit peu le prix, mais j'avais une compensation en face, donc je vous expliquerai ça demain, donc soyez bien présents demain. Je ne vais pas vous en parler tout de suite. Pour l'achat-revente, doit-on connaître les règles d'urbanisme et de BTP? Il y a des choses à connaître, oui, en achat-revente, parce que quand on fait de l'achat-revente suivant les opérations, alors si c'est juste un appartement, que tu rénoves un appartement et que tu le revends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas grand-chose à connaître au niveau de l'urbanisme. Par contre, si on est sur une maison sur laquelle on va diviser pour le terrain, etc., il y a des choses à connaître au niveau de l'urbanisme. Alors, l'urbanisme, c'est pas des règles à connaître par cœur, hein. L'organisme, il suffit simplement de regarder les PLU. Donc, PLU, c'est le règlement d'urbanisme de la mairie. C'est le plan local d'urbanisme qui est disponible généralement sur les sites Internet des communes. De plus en plus, c'est accessible. Vous allez dans la rubrique urbanisme, regardez le PLU, et en fait, c'est le règlement de la commune où la commune va dire ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, dans quelles conditions, etc. Et il faut que votre projet corresponde à ça. Donc, il y a des petites subtilités des fois à connaître, des choses qui peuvent être soumises à interprétation. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir lire. Alors, ce n'est pas des règles qu'il faut connaître, les règles d'urbanisme. Il y a des généralités, mais c'est surtout qu'il faut savoir lire et interpréter les PLU qui sont disponibles en mairie, quoi. Après, tout ce qui va être BTP, donc tout ce qui est bâtiment, construction, terrassement, etc., bah, là, il suffit de se fier simplement à les entreprises spécialisées qui sont là pour ça, hein. Quand on va leur demander de chiffrer, bah, ils vont dire ce qu'il faut faire pour faire ça correctement, quoi. Alors, pourquoi les marchands de biens sont mal vus par les banques? C'est une vieille histoire, demande Muriel. C'est qu'avant, alors il y avait quelque chose qui était possible à faire avant, maintenant c'est interdit. C'est que les marchands de biens avant, alors c'est encore possible dans certains pays, notamment en Angleterre, pouvaient faire des ventes en cascade et pouvaient revendre sans avoir acheté. C'est-à-dire qu'un marchand de biens avait le droit de signer un compromis pour acheter un bien. Une fois qu'il avait signé son compromis, il re-signait un compromis pour revendre et il pouvait revendre, c'est-à-dire toucher l'argent du vendeur à qui il avait revendu avant même d'avoir acheté. Voilà, donc ce qui fait que ça faisait des effets où il y en a certains, après, qui se retrouvaient avec l'argent, qui ne payaient pas les biens, qui ne remboursaient pas les banques, etc. Donc il y a eu des problèmes de financement et de règlement par rapport à ça, puisqu'il y en a des fois qui arrivaient ça à un marchand de biens, qui revendait un autre marchand de biens, qui revendait un marchand de biens, et ça faisait des effets en cascade, des fois avec 2 ou 3 ventes en cascade les unes derrière les autres. Et il suffisait qu'il y en ait un qui plante au milieu, et en fait, on avait toute la pyramide qui s'écroulait. Et donc, les banques derrière qui avaient accordé des prêts immobiliers, tout ça, il y a tout qui tombait à l'eau. Il y a des financements qui étaient accordés, mais comme les ventes ne se faisaient pas, et du coup, les prêts ne pouvaient pas être remboursés. Enfin, il y a eu pas mal de soucis par rapport à ça. Donc, du coup, maintenant, en France, les ventes en cascade sont interdites. Donc, même si on peut, j'ai vu qu'il y avait la question tout à l'heure, on peut très bien acheter un bien le matin et le revendre l'après-midi. C'est quelque chose qui se fait. Par contre, au moment où on achète le bien le matin, il faut qu'il y ait l'argent, le financement qui soit chez le notaire. Voilà. Et quand on revend, il faut que le prêt et l'argent aient été débloqués et que l'argent soit bien chez le notaire. Alors qu'il y en a, avant, ils disaient, moi, je revends, j'utilise l'argent que va me donner la personne à qui j'ai revendu, je vais utiliser cet argent pour payer
pour payer le vendeur, quoi, sans passer par les banques. Et il y a eu des problèmes, par rapport à ça, de financement, de refinancement, etc., quoi. Donc c'est une vieille histoire et après il y a beaucoup de personnes qui se sont improvisées marchands de biens aussi, qui ont fait un petit peu n'importe quoi. Donc après derrière avec des problèmes d'assurance, etc., quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup de banques n'aiment pas les marchands de biens. C'est un petit peu un fait historique, quoi, on va dire. Voilà. Alors, c'est pas trop un problème de fidélisation, hein, au niveau des marchands, puisque les marchands, faut savoir que rien que le taux d'intérêt pour les marchands de biens, c'est à peu près le double de ce que vous voyez. Là, si vous regardez les taux d'intérêt pour les particuliers, vous regardez sur n'importe quel site, hein, enfin, les différents sites de financement, quoi, les sites des courtiers, empruntistes, etc. Vous voyez. Les taux d'intérêt, globalement, les taux d'intérêt des marchands de biens, c'est le double. Plus des frais supplémentaires à payer, tout ça. Donc, les banques gagnent pas mal d'argent sur des prêts de marchands de biens. Et quand ils financent des opérations, il y a plusieurs opérations les unes après les autres. Mais c'est ce problème de gestion de risque aujourd'hui qu'ont du mal à appréhender les banques, quoi. Donc, les SCI ne sont pas faites pour faire de l'achat-revente. Alors, une SCI a le droit de revendre. Une SCI qui possède un bien va pouvoir revendre, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on ne peut pas créer une SCI dont l'activité de la SCI, c'est de faire de l'achat-revente, puisque l'achat-revente, c'est une activité commerciale et que la SCI, c'est une société civile et une société civile ne peut pas avoir une activité de commerce. Voilà, c'est pas compatible. Société civile et société commerciale, c'est deux types différents. Donc, on ne peut pas faire d'achat-revente avec des SCI. Il y a un cas particulier, c'est ce qu'on appelle des SCCV, c'est la société civile de construction-vente, où là, c'est une forme de société civile, mais qui est destinée à faire des opérations où l'opération est revendue, et quand l'opération est revendue, la société est fermée. Mais les SCI ne sont pas faites pour faire de l'achat-revente. Il faut passer sur d'autres types de sociétés, URL, SARL, SAS, mais pas une société civile. Peut-il mettre son appart en hypothèque pour acheter autre chose? Du moment qu'il y a une garantie, on peut très bien avoir un prêt à la banque, et s'il y a un appartement qui est déjà remboursé, par exemple, vous avez un appartement qui a une valeur de n'importe quoi de 300 000 euros et vous voulez acheter un bien, la banque demande une garantie, vous pouvez très bien mettre une hypothèque sur le bien sur lequel vous n'avez plus de financement. C'est une possibilité. Ça peut se faire aussi en mettant une hypothèque sur une assurance vie. Voilà, ça peut être, c'est ce qu'on appelle un nantissement, quoi. Une banque peut prendre en garantie un nantissement sur une assurance vie en parallèle d'un prêt immobilier. Donc, Patricia qui demande comment trouver des acheteurs potentiels. J'en parlerai dans les prochains jours, puisque il y aura toute une partie consacrée vraiment comment revendre plus cher. Donc ça, comment revendre et comment revendre plus cher. On abordera justement cette partie assez délicate. Il y a pas mal de choses à voir sur comment trouver des acheteurs et comment rédiger une annonce pour faciliter la revente. Donc, on en reparlera dans les jours qui viennent. Donc, Patrice qui demande quels sont les points juridiques, fiscaux et administratifs qu'il faut connaître pour fonctionner à l'achat-revente. Alors, je vais faire rapide parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Le point juridique, il n'y a rien de particulier au niveau juridique. Si ce n'est les règles si tu achètes un bien avec un bail, avec un locataire où il y a un bail. Donc, pour faire sortir des locataires, il y a des choses qui sont assez compliquées. Il peut y avoir une procédure, il y a des exceptions, etc. Donc là, je dirais, on peut caler ça du côté juridique, quoi. Voilà, mais là, il y a toute une multitude de situations
le type de bail, le type de locataires qui sont dedans, est-ce qu'ils sont âgés, est-ce qu'ils sont pas âgés, est-ce que c'est un bail sur 3 ans, la durée, la date de fin de bail par rapport à la date d'achat. Voilà, il y a pas mal de points à voir là-dessus, à connaître. Ça, c'est le point juridique. Le côté fiscal, on va dire, c'est les principes d'imposition et d'exonération d'impôts sur la plus-value. Ça, c'est le côté fiscal. Et en même temps, le côté requalification marchand de biens avec les erreurs qu'il ne faut pas faire pour ne pas être requalifié marchand de biens. Et comment optimiser la fiscalité. Il y a des stratégies aussi d'investissement qu'ils peuvent faire par rapport à la fiscalité de l'achat-revente. Voilà, mais ça, j'en reparlerai aussi. Et côté administratif, ça va être surtout les règles d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une commune ou pas faire, que ce soit en fonction du type de location, est-ce qu'il faut des autorisations pour louer, par exemple. Et après, quand on va faire de la division de logement ou de la division de terrain ou des choses comme ça, il peut y avoir des règles administratives spécifiques qui vont être différentes d'une ville à l'autre. Mais ça, c'est généralement ce qui va être noté, on va dire, dans les PLU, j'en parlais tout à l'heure, dans le plan local d'urbanisme. Voilà. Mais après, il n'y a pas besoin de tout savoir. Je dirais que c'est des points à découvrir au fur et à mesure et au fur et à mesure des opérations en fonction du type d'opération. Moi, c'est ce que je vois aussi dans mes formations, mes coachings pour accompagner justement ceux qui veulent se lancer dans cette activité. En fonction de l'opération, il y aura des éléments différents à connaître, des éléments juridiques, fiscaux et administratifs différents en fonction des personnes et du type d'opération, quoi. Voilà. Donc, Sylvie, ce que je vais vous présenter là, c'est justement surtout par rapport, je dirais, à l'actualité, aux conditions qu'il y a maintenant. Et c'est pour ça que l'achat-revente, je vous l'expliquerai après, notamment demain avec les 8 différences qu'on abordera demain, où je vous expliquais pourquoi l'achat-revente doit être intégré maintenant dans une stratégie immobilière, même si vous voulez faire du locatif. Il y a un moment, il vaut mieux passer sur une stratégie, faire au moins un achat-revente pour commencer, ou suivant où vous en êtes, quoi. Mais il y a différentes possibilités et il y a des erreurs à éviter. Quel type de bien vous allez revendre, à qui, comment, attention à la fiscalité, attention au type d'opération. Voilà, par rapport à votre résidence principale, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire, etc. Voilà, plusieurs conditions par rapport à ça, quoi. Voilà, donc Miracle, si on peut ouvrir une société en tant que marchand de biens, oui, mais il y a beaucoup de contraintes et il faut de l'apport, hein. En moyenne, c'est entre 10 et 30% d'apport déjà quand on est marchand de biens. Donc déjà, si vous voulez créer une société de marchand de biens, c'est bien de faire une ou deux opérations avant en tant que particulier. Ça permettra d'aller voir la banque en disant « j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait des opérations », premier point, et en plus, j'ai de l'argent pour financer ma société et pour mettre de l'apport sur les premières opérations. Donc, Nassim, achat-revente en résidence principale ou investissement locatif pour la plus-value, on peut faire les deux. Résidence principale, on est exonéré d'imposition sur la plus-value, mais il faut faire attention parce que si tu as une famille de 4 personnes, tu es un couple avec 2 enfants, par exemple, et que tu achètes un studio, tu ne pourras pas le passer en résidence principale. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et il n'y a pas de délai à respecter entre un achat et un revente. Tu peux très bien acheter un bien le matin, le revendre l'après-midi. Mais là encore, il y a ce que j'appelle moi une histoire fiscale parce que il y a deux conditions pour être la requalification marchand de biens, parce que c'est souvent ça qui fait peur. Requalification marchand de biens, il faut à la fois avoir une récurrence des opérations, donc faire plusieurs achats-reventes successifs. On n'est pas requalifié marchand de biens sur une opération. Il faut en avoir fait plusieurs, donc une récurrence d'opérations. Et il faut avoir eu comment on appelle ça, une intention spéculative à l'achat. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment de l'achat, le fisc, il faut qu'il puisse prouver qu'au moment où vous avez acheté, vous aviez déjà prévu de revendre, soit par une démarche administrative ou par une condition suspensive, par exemple, une autorisation de division ou quelque chose comme ça, si vous aviez l'intention de faire quelque chose comme ça déjà au moment de l'achat. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Mais sinon, officiellement, il n'y a pas de délai à respecter entre l'achat et la revente.
on entend souvent parler d'un délai de 6 mois. C'est surtout si on va faire un achat-revente en résidence principale. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre le délai de 6 mois, mais généralement, le délai de 6 mois, c'est le délai qu'il faut pour que l'administration fiscale ait enregistré toutes les pièces et tous les éléments de changement de domiciliation si vous passez en résidence principale. Donc, si vous dites j'achète un bien qui va devenir ma résidence principale, vous ferez les démarches administratives au niveau des impôts, etc. Et pour que tout soit enregistré, il faut à peu près 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un délai de 6 mois. Mais après, s'ils ont du retard, c'est pas grave. Vous pouvez très bien revendre dans la semaine qui suit votre acquisition. Il n'y a pas de problème légalement. C'est tout à fait possible. Fabrice qui demande comment on peut commencer à investir après plusieurs refus de prêt. J'en parlerai avec en mercredi avec les différents types d'opérations et je vous expliquerai comment vous pouvez faire des opérations en commençant petit, évidemment, on va commencer petit, sans prêt immobilier, quoique il y a certaines stratégies. Je connais quelqu'un qui commence très gros, mais qui n'a pas fait de prêt immobilier et qui se retrouve aujourd'hui avec un financement de 300 000 euros sans avoir fait de prêt immobilier particulier. Je vous expliquerai cette stratégie-là mercredi, puisque ça sera l'objet du cours de la conférence de mercredi. Quelle zone géographique pour faire de l'achat-revente? Il n'y en a pas, on peut le faire partout, puisque il y a des biens qui s'achètent et qui se vendent partout. L'idéal, c'est d'être dans une région que tu connais bien. Il vaut mieux connaître ça permet d'être à côté, de connaître les intervenants, que ce soit les notaires, les agents immobiliers, les entrepreneurs, etc. Il vaut mieux être à proximité. Moi, c'est toujours ce que je recommande. Et après, il faut juste acheter des biens sur lesquels il y a un marché potentiel pour le revendre, quoi. En entreprise individuelle, non, parce que là, tu vas quand même considéré comme particulier pour de l'achat-revente. Location meublée. Après, je réponds à Patrice, là, en tant qu'entrepreneur individuel sur de la location meublée, tu peux très bien acheter des biens et les revendre. Il n'y a rien qui t'interdit de revendre des biens parce que ça, faut bien comprendre que le statut LMP, c'est avant tout un statut fiscal. Donc, si tu fais de l'achat-revente même avec ce statut-là, c'est pas un statut d'entreprise commerciale, quoi. Mais tu peux très bien faire ça de l'achat-revente avec un bien que tu as acheté et qui était auparavant en LMP. Il n'y a pas de problème pour ça. Dijeux qui demande avec quel délai vis-à-vis de la loi pour considérer que c'est un flip. C'est la problématique, c'est qu'il n'y a absolument aucun délai et aucune quantité marquée nulle part. Quand on parle de dire qu'il faut en faire plusieurs, c'est à l'appréciation du fisc, que ce soit 2, 3, 4, 5, il n'y a aucune règle. Et le délai, c'est pareil, il n'y a aucun délai de prescription. Il y a des gens qui se sont retrouvés requalifiés marchands de biens en ayant fait 2 opérations à 3 ans d'intervalle. Mais simplement, ils ont revendu une fois un premier immeuble avec plusieurs appartements et 3 ans plus tard, ils ont revendu un autre immeuble avec plusieurs appartements. Donc, récurrence de la vente de multiples appartements. Et donc, ils se sont fait requalifier comme ça alors qu'il y a eu 3 ans entre les 2 opérations. Donc, il n'y a aucun délai au niveau de la loi. La loi est très floue. Il n'y a pas de loi réellement. C'est de l'interprétation au niveau fiscal. C'est tout. Non, alors Véronique qui demande est-ce que la requalification LMP à LMP est-elle automatique? Maintenant, oui. Si tu dépasses un certain seuil, le fisc, il te demande rien et hop là, tu bascules direct.
Safi qui me demande à combien de biens faut-il pour à ne pas dépasser pour être requalifié marchand de biens. Comme j'ai dit, il n'y a aucune quantité réglementaire, on va dire. Euh, Après, c'est surtout une récurrence, quoi. C'est pour ça que je dis en tant que particulier, il faut éviter les immeubles. Alors, il y a des stratégies avec les immeubles. Tu achètes un immeuble entier, tu revends un immeuble entier. Il n'y a pas de problème parce que c'est un bien. Mais acheter un immeuble découpé en plusieurs appartements et revendre des appartements individuels, ben, ça, le fisc ne va pas aimer. Mais il n'y a pas de quantité de noter quelque part, que ce soit au niveau fiscal ou au niveau de la loi. Il n'y a aucune quantité, de notifier. Après, c'est juste j'ai au niveau de la stratégie, au niveau de l'histoire fiscale, pouvoir justifier au fisc de dire pourquoi j'ai revendu autant de biens, pourquoi j'ai revendu ça. Voilà, ça fait partie des stratégies et ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir expliquer, quoi. Ouais, alors David qui est vers le bassin d'Arcachon. Alors c'est vrai que par là-bas, c'est assez cher. J'ai des clients qui sont là-bas qui ont construit des maisons autour du bassin d'Arcachon. Après, quand je dis à côté de chez toi, bah, tu peux t'éloigner un tout petit peu, mais je dirais il faut que ce soit quand même accessible, quoi. Quand je dis près de chez toi, c'est pas forcément à 2 kilomètres, mais si tu es à une demi-heure, 45 minutes de chez toi, bah, ça permet d'être dans un secteur où ça va peut-être être un petit peu moins cher et bassin d'Arcachon, bon, bah, t'es entre bassin d'Arcachon, tu peux t'approcher de Bordeaux, entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux, ça peut intéresser des gens d'être par là-bas, quoi. J'ai des clients de formation qui sont par là-bas, qui font des opérations sur des terrains, sur des maisons, à des prix pas trop élevés, quoi. Alors, est-ce que le notaire qui déclare au fisc la vente peut lui-même dénoncer? Non. Alors, c'est pas du tout le notaire, lui, il dénonce rien du tout. C'est simplement en fait le fisc qui voit, c'est que quand il y a le notaire, ben, en fait le notaire lui, ben, il y a la vente elle est enregistrée au niveau des impôts, notamment par rapport à la plus-value. Alors voilà, l'imposition sur la plus-value. Alors qu'il y ait une imposition sur la plus-value ou pas, c'est enregistré, donc ça passe. Et après c'est des remontées qui sont faites ou quand ils voient que, alors souvent c'est des contrôles manuels qui sont faits, mais quand ils voient qu'il y a une même personne qui a eu pas mal et ça se voit aussi au niveau de l'augmentation des revenus, là d'un seul coup, parce que ça passe sur l'imposition sur le revenu, et quand ils voient qu'il y a des écarts qui sont assez réguliers, assez répétés, c'est une, euh, une requalification qui n'est pas automatique, c'est fait par un contrôleur fiscal. Donc là, bah, il y a convocation au fisc par un contrôleur fiscal qui demande pourquoi vous avez fait tout ça. Et c'est là qu'il faut préparer l'histoire fiscale, justement. Mais, euh, mais le notaire, lui, il fait absolument rien au niveau du fisc, quoi, à moins que de tomber vraiment sur un notaire très con. Mais généralement, le notaire n'a rien à voir directement avec le fisc. José, oui, il y a une rediffusion. Le temps que je transfère la vidéo et que je l'enregistre, elle sera disponible à partir de demain matin. Ok, les amis, je suis arrivé au bout de la liste de questions. Dites-moi s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà, dites-moi. Sinon, on est dans les temps. Et j'avais dit 1h30. On aura fait 1h40. J'ai eu jusqu'à 20h30, 20h40. Voilà, j'ai pris le temps de répondre à toutes vos questions. Dites-moi tout de suite maintenant. Grâce à vos premières formations, j'ai acquis 2 biens sans apport. Ça devait être la formation sur le financement, je pense, parce que ça a été ma première formation. Ok, bon, merci à tous. En tout cas, j'espère que j'ai éclairé un petit peu votre lanterne sur certains points de l'investissement immobilier. Demain, on rentrera vraiment dans le concret avec les éléments que vous recherchez, avec les différences et les points vraiment à mettre en avant sur l'achat-revente. Et je vous expliquerai vraiment en détail les différentes opérations que j'ai pu réaliser. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. Demain, vous aurez le replay qui sera dispo. Je vois tout le monde qui me dit merci. Merci à vous tous
pour votre présence, pour votre participation. Quelques infos aussi qui vont passer dans le groupe Telegram. Donc, si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, je vous invite vraiment à reprendre les mails dans lesquels il y a le lien pour rejoindre le groupe Telegram. Voilà, je vous mets les liens, je vous mets les infos, je vous dis aussi quand les replays sont dispo et tout ça. Et vous êtes certain d'avoir les infos parce qu'il y a certains mails aussi parfois qui n'arrivent pas. Voilà. Donc, grand merci à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.